Bonjour à tous, le magasin est mort, vive le magasin. Une super table ronde avec que des femmes que nous avons autour de nous. Je suis en compagnie de Fabienne Dulac, CIO Orange France, Audrey Gentilucci, cofondatrice de la Belle Expérience, Angélique Lenain, directrice générale de Sensi, et Anne-Sophie Sancerre, directrice générale retail Unibal, Rodamco, Westfield, il faut tout dire, hein. Attention maintenant. Quel avenir pour les points de vente? C'est vrai, si on regarde rapidement les difficultés des centres commerciaux, en tout cas pour certains, à faire se déplacer les gens maintenant, si on regarde juste le chiffre des boutiques Orange, il a été divisé par 2 depuis 2011. Et en même temps, le grand méchant Amazon, si on regarde bien, il ne cesse d'ouvrir des magasins. Maintenant, Amazon Books, Amazon Go, Amazon For, alors des magasins qui sont un petit peu différents de ce qu'on connaissait. Et figurez-vous qu'à la porte de chez Audrey Gentilucci, à la Belle Expérience, eh bien, les petites et les grandes marques d'ailleurs, désormais, nées sur le web, eh bien, se pressent pour elles aussi avoir pignon sur rue. Donc vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça, et justement que ce magasin, oui, le magasin que l'on connaissait est mort. Le nouveau magasin est en train de naître, et c'est un petit peu ce que l'on va vous raconter. Fabienne Dulac, chez Orange, j'ai commencé par ce chiffre un petit peu fort. C'est vrai que depuis 2011, vous aviez quoi, 1100 boutiques. Aujourd'hui, vous en avez 600. J'ai envie de dire, c'est moins mais mieux. C'est différent. Effectivement, on a fortement diminué ce qu'on appelle le footprint, c'est-à-dire le nombre de magasins en France. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, on n'a pas diminué le nombre de mètres carrés et on n'a pas diminué le nombre de vendeurs. Donc, on a repensé nos magasins pour nous adapter avant tout, évidemment, au comportement consommateur et à la révolution technologique qu'on porte chez Orange, de par le fait que, évidemment, nous vendons de la télécommunication au cœur de cette révolution. Ça veut dire que globalement, on a repensé des magasins qui s'adaptent au comportement consommateur, qui sont plus des lieux de vie, des lieux d'expérience, des lieux de découverte, que uniquement des lieux commerciaux dans lesquels il y avait du transactionnel. On est passé à une logique relationnelle. Et donc, on a besoin de plus de mètres carrés, plus d'espace, des vendeurs qui ont une autre approche et un peu différente. Et en parallèle, on a aussi un digital qui s'est développé. Aujourd'hui, 30% de nos ventes se font online, ce qui n'était pas le cas en 2011. Et néanmoins, comme je l'ai dit, on a toujours autant de vendeurs et toujours autant de mètres carrés. Donc c'est important ce que vous disiez tout à l'heure, le magasin se transforme, il se transforme sous l'impact d'un business model qui évolue, il se transforme sous l'impact d'un comportement consommateur qui évolue, il se transforme aussi sous l'impact de la révolution technologique, du digital, mais tous ces éléments-là ne sont pas contradictoires. Et je suis d'accord avec ce que vous dites, qui est que le magasin ne se construit pas contre le digital, il se construit avec le digital, qu'il intègre dans ses murs, qu'il intègre avant dans le parcours client, pendant et après. Et c'est au final toute la complexité qui est de réconcilier ce qu'on peut penser être contradictoire et qui ne l'est pas. Alors, on va revenir sur différents points bien sûr avec vous tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez mesurer aujourd'hui, Fabienne Dulac, quel pourcentage de ventes, de services ou de produits vous faites sur Internet et quel pourcentage vous faites en boutique ou pas? Parce que justement, tout est trop lié et qu'on va de l'un à l'autre avec une fluidité incroyable. Alors, 30% de nos ventes se font en online, donc sur le digital, et on en a à peu près 60% qui se font en boutique, et l'écart se fait au téléphone. Ah oui, donc on voit bien, le poids de la boutique reste important. Avec par contre, ce qui moi me surprend au fil du temps, c'est qu'au démarrage, très honnêtement, quand on a lancé le digital chez Orange, on était plutôt avec une segmentation des typologies d'actes, simples sur le digital, complexes en boutique. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on avance, plus c'est poreux, et plus les actes sont aussi sont indépendants. C'est-à-dire que vous avez des actes digitaux simples et complexes, et inversement des actes simples et complexes en boutique. Donc c'est là où effectivement les deux se rejoignent, parce qu'il n'y a plus de segmentation d'actes comme on l'a lancé au démarrage. Il y a vraiment une continuité pour le client qui est liée à ce qu'il a envie de faire, là où il a envie de le faire, au moment où il a envie de le faire, plutôt que lié à la complexité des actes ou de sa démarche commerciale. C'est très important cette simplicité, Angélique Lenain. Ça vous parle chez Sensi, donc vous vendez, ça a été lancé en 2011, après avoir acheté l'anti moins cher avec Marc Simoncini. Et puis ça a été un petit peu avorté parce que ça ne marchait pas tel que vous l'aviez lancé sur le web. Donc vous êtes reparti, vous avez réfléchi tous ensemble. Et 2015, là, vous la lancez comme une Digital Native Vertical Brand, c'est-à-dire vous lancez en même temps le physique et le digital. Vous ouvrez 4 magasins en même temps que vous vous lancez sur le web. Et là, ça change tout.
Ce qui change tout, c'est de se dire qu'effectivement, vous le disiez, on est parti en pensant qu'on pouvait faire encore des pure players et que c'était ça qui était moderne, de vendre des lunettes sur le web. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est aperçu que pour délivrer l'expérience qu'on souhaitait délivrer, c'est-à-dire une expérience client d'extraordinaire qualité avec un produit de très belle qualité, c'était d'une certaine façon aussi passé de penser qu'on pouvait faire ça à travers d'un canal 100% web, que c'était passé pour des incumbents, des brick and mortar, de penser qu'on pouvait faire du 100% boutique. Alors on a eu la chance de s'y mettre assez tôt. En 2014, on a repris notre copie, on a réinventé complètement notre modèle économique et développé justement, je pense que vous allez en parler tout à l'heure, cette logique de convergence entre de l'expérience digitale et de l'expérience online. Donc on a recréé des boutiques from scratch. On n'était pas opticien traditionnel de formation, donc on a réinventé toute la boutique en réfléchissant à une seule chose, c'était la qualité de l'expérience client. Et comme on était des gens qui venaient du web, on a essayé d'inventer une expérience qui soit convergente entre les deux canaux, c'est-à-dire une expérience extrêmement simplifiée pour le client, tout en mettant l'accent sur ce que les clients viennent chercher en boutique, qui est quelque chose de parfois un peu différent, qui est peut-être un peu plus d'humain, peut-être un peu plus d'accompagnement. Et surtout, on a pensé que c'était une chance extraordinaire d'avoir des boutiques parce que ça nous permettait de déployer complètement un univers de marque de façon encore plus forte que sur le web. Mais donc, on est bien d'accord, on a les mêmes prix, les mêmes services, le même parcours client sur les deux, et c'est ça qui est important. Tout pareil. Et c'est véritablement extrêmement important, à tel point qu'on a fini par faire une boucle de rétroaction, c'est-à-dire que les éléments clés qu'on a trouvés en boutique et qui nous ont semblé très importants et qu'on n'avait pas jusque-là sur le web, ont fait qu'on a fait évoluer l'expérience digitale également pour réintégrer dans l'expérience digitale beaucoup plus d'humains. Donc on a beaucoup plus d'interactions entre nos opticiens physiques et les clients qui sont à distance, beaucoup de téléphones, on est en train de mettre en place du chat vidéo, et même de l'expérience physique, parce qu'on permet à nos clients de recevoir les lunettes chez eux pour pouvoir les essayer. Donc c'est vraiment cette idée de convergence et de s'assurer qu'on peut avoir la totalité de l'expérience des deux côtés, enfin quel que soit le canal, de façon très fluide. Audrey, justement, pourquoi ces petites marques qui, comme Sensi, alors avec souvent des sujets, des produits moins compliqués, parce qu'on est quand même sur la lunette de vue, donc c'est compliqué, pourquoi ces jeunes marques qui se sont lancées sur le web viennent vous voir? Parce qu'à un moment donné, le magasin, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de se légitimer, il permet quand même d'être visible de tous? Je pense que ça a été pas mal dit. Il y a ce côté vraiment expérience, rencontre. On a besoin de vivre quelque chose avec ses 5 sens, pas seulement face à un écran. On a besoin de rencontrer la marque. Ça, c'est du côté du consommateur, mais l'intérêt pour la marque. Tout ça, en fait, fait que rapidement, c'est un enjeu direct business pour les marques. Il y a ce côté légitimité. Pour les toutes jeunes marques, ça a un côté effectivement, ça apporte quelque chose de dire j'ai une boutique dans le physique, j'existe pour lever des fonds, etc. C'est important, mais vraiment c'est business, hein, et ça permet d'ailleurs de faire cette boucle de rétroaction avec le digital, de mieux connaître ses clients, de les rencontrer et d'avoir beaucoup plus de feedback. C'est des marques digitales, donc c'est des marques qui ont l'habitude de tester, de changer des choses sur leur site internet et que directement c'est un impact. En fait, le physique, surtout si on utilise l'éphémère et le pop-up store, permet de tester comme ça, de vivre, de faire naître un concept, d'avoir des clients qui viennent pendant 10 jours, de leur poser des questions et ensuite d'améliorer son expérience digitale et finalement son expérience globale. Pour moi, on ne doit pas différencier physique et digital. Tout ça, c'est un même monde. En fait. Vous venez de soulever un point important. Effectivement, le magasin est un magasin mouvant désormais. C'est vrai que la multiplication des pop-up stores, vous l'avez expérimenté aussi chez Sensi, vous l'expérimentez aussi même à l'intérieur des centres commerciaux. Et ces possibilités des bails commerciaux courts, rapides, efficaces ont permis aussi tout ça. Justement, dans les centres commerciaux, vous aussi, vous avez ce questionnement-là avec les enseignes qui font partie des centres commerciaux. Anne-Sophie Sancerre, vous avez pour faire vivre ce magasin qui parfois a un petit peu de mal à vivre, tout un environnement avec le centre commercial, et ça c'est une force. Exactement. Nous, on a une chance infinie chez Unibail Rodamco Westfield, qui est qu'en fait, on est non seulement un agrégat d'environ 200 boutiques qui cherchent toutes à faire expérimenter cette expérience, à faire expérimenter leur enseigne aux clients pour que le client vive quelque chose de spécial dans un lieu qu'on espère très valorisant, très iconique,
pour qu'en plus, à l'extérieur de ces boutiques, le client vive aussi une expérience très sympathique avec des animations, etc. Donc en fait, on a une redevance de notre côté envers nos clients pour que quand ils se baladent dans le mail, un peu comme dans une rue d'une ville, ils passent un moment sympa, et que derrière, c'est toute la discussion qu'on a avec nos commerçants, pousser nos commerçants aussi à aller sur le côté expérience pour que quand le client passe le pas de la porte du commerce, eh ben, ils revivent une expérience aussi. Tout ce que disent mes collègues là, j'avais un commerçant qui me disait la semaine dernière, avant on vendait un pull, maintenant on vend un art de vivre. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, exactement. Et en plus, c'est vrai que vous travaillez beaucoup sur l'événementialisation, effectivement, de l'animation, mais de plus en plus haut de gamme de ces centres-villes pour notamment créer du trafic. Et finalement, on voit que le magasin devient pratiquement un média et que ces jeunes filles qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, quand Nix fait une présentation, elles sont prêtes à faire 2 heures de queue pour venir voir en boutique. Exactement, c'est vraiment très très étonnant. En fait, alors ces générations de jeunes, mais nous-mêmes, hein, moi je me sens un petit peu moins jeune, mais on passe quand même tout notre temps sur les réseaux sociaux, sur notre portable, et donc on est très peu confronté à l'être humain, même si on est en permanence en contact avec eux. Et en fait, on a ces enseignes qui font en sorte de se faire retrouver l'être humain. On devient le lieu de rencontre, de revisite, et en fait le lieu d'attraction du flux qui permet à l'enseigne de se représenter, de faire vivre cette expérience et aux gens de se retrouver en fait. Et le côté humain très social devient très 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 important. Et vous l'avez tout cité, humain, l'importance du vendeur. Fabienne Dulac, c'est ça aussi la grosse difficulté aujourd'hui de la boutique. Effectivement, vous disiez, on fait plus de mise en scène, on fluidifie le parcours client. Ça, j'allais dire, c'est de l'architecture finalement, mais à l'intérieur, il y a des vendeurs. Et c'est cette transformation-là aussi qu'il ne faut pas oublier quand on parle de transformation du magasin, qui est essentielle et extrêmement compliquée aussi en ce moment. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, un magasin, c'est une matière vivante parce qu'il se transforme, parce qu'il s'adapte, et puis parce qu'avant tout, il est fait d'hommes et de femmes qui sont là face aux clients. Je pense que ce que l'on vit dans les magasins, comme on le vit aujourd'hui de par la révolution numérique, c'est qu'il y a un élément qui est clé, c'est qu'on va avoir des vendeurs qui vont devoir passer du transactionnel au relationnel, donc être dans des logiques de formation permanente pour s'adapter au comportement consommateur, s'adapter avec des compétences de plus en plus larges, qui est certes la connaissance du produit, l'expertise, mais qui est aussi le relationnel, être capable de gérer les émotions, les siennes, celles du client, parce que content, mécontent. Et donc, nos vendeurs, je pense, dans tous les magasins, sont de plus en plus polycompétents, polyvalents, avec pour moi donc cet enjeu qui est humain et qui doit être doublé pour l'entreprise par l'obligation de leur faciliter la vie. Et c'est là où on revient aussi sur le digital, parce que je pense que la digitalisation qui se fait à l'extérieur du magasin, elle doit se faire aussi à l'intérieur du magasin, pour faciliter la vie du vendeur, à qui aujourd'hui on demande d'être un peu Shiva. Et si on regarde dans les exemples que nous, on a pu mettre en œuvre, on a par exemple aujourd'hui, et c'est le cas dans beaucoup de grands distributeurs, des vendeurs qui ne sont plus derrière des postes de travail ou des caisses, mais qui sont avec des tablettes. Et oui, de plus en plus. Et des tablettes sur lesquelles ils ont accès aux comptes clients, sur lesquelles ils peuvent faire des recommandations, des démonstrations, sur lesquelles ils peuvent prendre des commandes et puis aussi payer. C'est nouveau, ça change. Et puis vous avez aussi, par exemple, dans nos boutiques, on commence à tester, par exemple, des outils de diagnostic en ligne, dans la boutique, qui préparent le travail du vendeur. Mais ça veut dire qu'il faut être capable de récupérer le diagnostic que la machine a donné, le transférer, etc. Donc, je vais dire, tous les conseillers que l'on trouve dans les boutiques, quel que soit le format, sont obligés aujourd'hui de se former en permanence aux produits avec une problématique d'expertise, mais aussi, j'allais dire, à une posture qui est en pleine évolution et qui est peut-être pas la plus simple, parce que, j'allais dire, tout ce qui est hardcore est un peu plus simple à gérer que tout ce qui est, j'allais dire, la matière humaine, mouvante et sensible, qui est celle de l'émotion. Et qui fait la différence entre le digital et la boutique encore plus aujourd'hui que complexe, en effet. Et pour aller encore plus loin dans ce que vous dites, Audrey Gentilucci, vous dites carrément, finalement, le vendeur, il va devenir pratiquement le community manager.
C'est très en lien avec ce que vous disiez. Simplement, je peux vous donner peut-être un exemple. On a une marque qui est un média de mode masculine et qui allait dans le physique, comme toute bonne marque digitale qui va un jour dans le physique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc eux, toujours dans cette expérience, ils proposent, vous venez et au lieu d'être là juste pour acheter, vous avez 1 heure de coaching qui vous est offert. Donc on est vraiment dans ce magasin, l'expérience, etc. On fait venir le consommateur et on lui offre quelque chose avant même qu'il dépense. Et ce qui est intéressant, c'est que faut imaginer donc ce vendeur qui certes va incarner la marque, va connaître tous ses produits pendant cette heure de coaching, mais en fait avant, comme vous dites, il faut qu'il ait des outils, il faut qu'il soit capable, avant même que le consommateur arrive, le client arrive, de le connaître, de savoir qui il est, où il travaille, pour peut-être avoir un conseil qui est encore plus pertinent. Et ensuite, dans un deuxième temps, peut-être que tout n'était pas présent en boutique, puisque dans beaucoup de boutiques, on a moins de stock, etc. D'être capable de pouvoir le rappeler, lui écrire un petit texto, lui proposer le pull qu'il voulait, mais qu'il n'a pas pu trouver. Et donc, pour moi, en fait, aujourd'hui, le vendeur, c'est un vendeur augmenté, qui est community manager, il est augmenté parce qu'il a ses outils digitaux et ses datas qui ne sont en aucun... C'est pas antinomique, au contraire, ça lui permet d'être encore plus pertinent. Et il fait du community management avant, pendant la vente et après. Et il n'y a pas seulement pendant la vente. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir cette chronologie en tête. Et ce magasin en mouvement qui change tout le temps, qui mute tout le temps, ça permet de tester. Parce que ce que vous disiez, ces magasins, ils ont été bousculés par le numérique. Et dans le numérique, ça va vite, ça change vite. Le magasin, on s'installait, on se posait à un endroit, et voilà, on attendait de voir comment ça allait, et puis on le refaisait tous les 4-5 ans. Ça ne peut plus marcher comme ça. Aujourd'hui, chez Scentsy, vous osez, vous testez. On le disait tout à l'heure sur le lancement, mais vous avez testé aussi quelque chose, les corners chez Fnac, pour ne pas les citer. Et là, c'est pareil, vous dites, en fait, c'était pas une très bonne idée. C'était une très bonne idée de tester. C'était une très bonne idée de tester, bien sûr. Je pense que c'est absolument essentiel parce que tout ce secteur est en train de se révolutionner totalement et que tous les acteurs que nous sommes en train de travailler pour que cette révolution arrive. Et il y a un seul objectif dans toute cette révolution, c'est de délivrer la meilleure qualité de service aux clients qu'on est tous. On a osé tester chez Scentsy, avec la Fnac d'ailleurs, qui a pris aussi sa part de risque avec nous, pour essayer de créer des shop-in-shop, des petits corners, pour simplifier encore l'idée de se dire qu'on pouvait avoir accès à des lunettes un peu partout, n'importe où. La conclusion qu'on en a, c'est que certes, ça marche, mais il y a quand même eu un mais, c'est que un acte d'achat de lunettes, c'est un acte assez engageant, c'est un acte qui est du domaine pas forcément de la santé, mais qui a souvent été présenté comme ça, qu'il est encore perçu comme ça. Et notre conclusion, après 1 an de test, où ça a pas mal marché, mais pas extraordinairement aussi bien qu'on aurait rêvé, c'est qu'il y a peut-être un besoin, quand vous êtes en train d'acheter des lunettes, de quelque chose de plus intime, de plus sécurisant d'une certaine façon, que ce soit chez vous parce que vous êtes directement dans votre environnement, ou que vous soyez dans une boutique dans laquelle vous êtes dans un environnement où vous êtes accompagné. Donc, la joie d'être une start-up, c'est qu'on peut s'autoriser à tester et qu'on est capable, quand on s'aperçoit que ça ne marche pas exactement comme on veut, de plier avec simplicité, de se dire c'est formidable parce que c'est Mandela, hein, je ne perds jamais, au pire j'apprends. Là, on a bien appris à nouveau et on va se servir de tout ça pour déployer tout ce qu'on a encore compris dans nos boutiques existantes et sur le web aussi, et ça ne nous empêchera pas de retester d'autres choses plus tard. Et je pense que ça a une valeur, bien sûr, pour nous d'apprentissage, mais ça a une valeur aussi pour les plus grandes maisons, pour qui il est certainement plus difficile de bouger que pour nous, start-up, où on a finalement des équipes petites et assez réactives. Et du coup, pour ces grandes maisons-là, on peut servir un petit peu de laboratoire, et puis pour tous les autres, regarder. Et je pense que c'est important qu'il y ait une certaine bienveillance entre les marques pour se regarder faire des tests. Exactement. Et d'ailleurs, vous êtes en train déjà de tester autre chose, un laboratoire on est en train de montage à Lyon. Alors oui, on est en train de tester justement quand on dit on va chercher de l'expérience client de plus en plus qualitative. Et on pense aussi que quand un client se déplace, non seulement il veut parler à des vrais gens qui l'aident, qui lui disent vous vous occupez plus de rien, on va s'occuper de tout. Mais on pense aussi que les clients aiment bien avoir quelque chose qui est immédiat et repartir exactement avec le produit qu'ils sont venus chercher et pas avoir les 1 ou 2 ou 3 jours d'attente qu'on a forcément sur le web. Donc on a testé à Lyon et ça marche
vraiment bien, on est assez content. Le test qui fait que vous repartez avec vos lunettes en 1 heure. Ça avait déjà été fait il y a très longtemps chez certains, mais on peut, grâce à ça, personnaliser même des lunettes de soleil non correctrices. Donc, quand vous arrivez chez Sensi, vous pouvez choisir votre lunette verte avec des verres turquoises, si c'est ça dont vous avez envie. Nous, on ne l'avait pas faite spontanément, mais si c'est celle-là, vous l'aurez quand même, et repartir avec directement. Fabienne Dulac, quand on n'est pas une start-up, quand on est un mastodonte comme Orange, et qu'il y a toute cette idée de mouvance, comment on fait pour appréhender la boutique de demain ? Alors, moi, je pense que viscéralement, les mastodontes ont aussi une forme d'agilité. C'est pas tout à fait la même, mais en tout cas, ils ont appris ces dernières années à faire des tests aussi, et effectivement à intégrer, de par la puissance du digital, cette capacité à bouger. Alors effectivement, on ne fait pas bouger un réseau de distribution de la même façon. Pour vous donner un exemple auquel moi je crois beaucoup, on est aujourd'hui en train de déployer la fibre, et la fibre arrive dans des petits villages où globalement c'est compliqué d'aller à la rencontre des clients. Et ben, on a renouvelé quelque chose qui existait il y a 50, 60 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était les estafettes. Vous vous souvenez, le boulanger qui arrivait avec sa petite camionnette, gling sur la place du village, et qui faisait du commerce. Donc voilà, on a relancé ce type de choses à travers la France, qui fonctionne extrêmement bien. Il faut aller chercher le consommateur là où il est. On a renouvelé, par exemple, le fait de mettre des pop-up stores en bas de pied d'immeuble. Quand vous avez fibré un immeuble de 30, 40, 50 habitations, et ben vous mettez un magasin sous une tente au pied de l'immeuble et on s'installe là. Donc, Carrément, voyez, sous une tente. Carrément, sous une tente. C'est Il faut juste qu'il fasse un peu beau et que tout se passe bien. Mais donc, les grands mastodontes ont aussi de l'agilité. Ils ont une agilité qui est différente, mais je pense qu'aujourd'hui, ce que le digital a appris à tout le monde, et c'est en fait le chemin inverse qui a été fait, c'est de se dire comment j'utilise ce digital et comment je vais être disrupté sur le digital et comment je dois trouver mon agilité. Chacun a sa voie, chacun a la sienne. On ne fera pas la même chose qu'une start-up, on fera autre chose, mais de toute façon, on ne survivra pas si nous ne devenons pas agiles. Donc on trouve les voies. Et on trouve des tests et on trouve des façons de repenser différemment ce commerce en nous adaptant, là encore, je le dis et toujours, au comportement consommateur. C'est lui qui est clé. L'expérience client, elle n'est que le résultat de elle doit être corrélée à un comportement consommateur qui est en pleine révolution. Sur le digital, vous en parliez tout à l'heure, Fabienne Dulac. À votre avis, Anne-Sophie Sancerre, le magasin de demain, il doit être, parce que là on a des exemples précis, mais parce qu'ils sont déjà hyper digitalisés, connectés, est-ce que le magasin doit être plus connecté ? Est-ce que vous travaillez là-dessus ? Parce qu'on a vu, il y a des tests qui marchent plus ou moins bien, les cabines des sièges virtuels, ça marche plus ou moins bien selon les startups. Enfin, là aussi, on n'est pas obligé d'être entièrement digitalisé, si ? Entièrement connecté ? Non, notre vision, c'est le magasin doit devenir de plus en plus omnicanal, c'est-à-dire offrir cette expérience client et en plus offrir tous les services, la praticité d'Internet au sein du magasin ou au sein du centre commercial. Donc, par exemple, il y a des acteurs, typiquement, par exemple, Zara, dans un de nos centres à Londres, à Stratford, a mis en place à l'arrière de son centre, tout un endroit à l'arrière de son magasin, tout un endroit de pick-up, de click and collect, où il suffit avec un espèce de code barre de scanner son code barre et son paquet arrive un peu comme dans des pharmacies qu'on voit actuellement. On récupère son paquet automatiquement. Évidemment, c'est au fond du magasin, comme ça on a fait tout le tour du magasin et éventuellement on fera une vente de plus. Donc ça permet de dédoubler aussi, d'augmenter le taux de conversion de nos clients et de nos magasins qui sont du coup très contents aussi. Et donc ça, c'est vraiment typiquement une avancée qui sert aux clients, qui rend un service aux clients et qui est bénéfique aussi aux commerçants. Et oui, c'est ça, on est dans le service. Juste une toute petite parenthèse, Fabienne Dulac, je sais que vous rentrez de Chine et que là c'est très particulier et que le magasin là-bas en Chine devient un entrepôt comme ça. On voit des tentatives en France, on y réfléchit à ça aussi. Oui, ce qui moi m'a beaucoup frappé, parce que je suis allée voir effectivement l'évolution du retail et de la distribution en Chine, c'est qu'en Chine, la vie est tellement digitalisée et tout se faisant tellement sur le smartphone, avec d'ailleurs le paiement intégrant sur le smartphone. Si vous n'avez pas WeChat ou Alipay, vous ne pouvez rien acheter en Chine, quasiment, sauf dans les grandes structures. Donc au final, tout se fait, vous allez dans le magasin est un lieu de vitrine où vous regardez le produit, vous l'achetez par QR code directement, vous êtes directement débité, vous ne repartez pas avec le produit et il est livré chez vous dans les moins de 2 heures, quasiment partout, avec des entrepôts dans tous les sens, des robotisations dans tous les sens, qui fait qu'effectivement, on est dans une relation qui a totalement évolué, où le magasin est vitrine et entrepôt
et non pas lieu de collecte du produit. Alors, c'est ce que fait Alibaba, c'est ce que fait JD.com, ce que font tous les grands distributeurs de là-bas, que Amazon d'ailleurs va regarder avec intérêt, avec le sentiment qu'ils ont de l'avance, on en discutait tout à l'heure, sur eux. Bien sûr. Et effectivement, c'est le commerce de demain avec une condition que nous n'avons pas complètement en Europe, qui est le paiement sur mobile, dont vous parliez juste avant sur une autre table ronde, et qui en fait a permis ce modèle-là. Là, on a encore un petit peu de chemin à faire. Mais oui, eux, ils ont sauté des étapes. Donc forcément, ils ont pris désormais de l'avance. Comme d'une certaine façon, l'Afrique est en train de le faire d'ailleurs. C'est assez intéressant de voir que ce sont les pays émergents qui vont se retrouver demain en avance de phase sur les pays européens. Donc pardon, Anne-Sophie Sancerre, je vous ai coupé, mais c'était intéressant aussi de faire ce petit aparté. C'est un autre exemple qui est très bon, le côté de paiement sans contact ou bien de paiement directement sur son portable. C'est quelque chose qu'on discute aussi beaucoup avec nos commerçants pour qu'ils mettent ça en œuvre parce qu'on pense que ça remplit un vrai service au client. La technologie, ce qui était dit là sur la table ronde d'avant, ne sert à rien selon nous. Mettre des écrans partout et ne plus avoir d'humain dans le magasin, ça ne sert à rien. Par contre, de bien identifier les services autour du digital qui vont servir aux clients, ça c'est tout à fait clé et c'est des discussions qu'on a au quotidien avec nos commerçants. Audrey, pour revenir, mais ce qui préfigure aussi ce qui sera ma question d'après, le magasin du futur, mais comment, justement, parce que vous, c'est vraiment votre travail avec la belle expérience, comment on retranscrit en physique ce qui se passe sur un site e-commerce, voire sur un blog, parce que Bonne Gueule, au départ, c'est un blog. Comment on fait ? Déjà, on essaye de comprendre la marque, le client, ce qu'ils veulent faire ressentir finalement, ce qu'une marque essaye de faire ressentir à ses clients, l'expérience client qu'elle essaye de faire dans le digital, ça peut tout à fait en fait se transcrire dans le physique. Donc nous, on a toute une démarche où on analyse ça, on passe beaucoup de temps à comprendre le client, ses besoins et quelles sont les valeurs qu'il veut diffuser, qu'est-ce qu'il veut faire ressentir à ses clients. Et ensuite, on développe un concept qui est adaptable là-dessus. Et par rapport à toute la notion de service et cet aller-retour permanent, justement, on se demande quels sont les services. Est-ce que vous voulez que ça soit quelque chose qui soit particulièrement humain ? Est-ce que vous voulez qu'on voit que vous êtes un blog ? Est-ce que vous voulez être une marque bavarde dans votre boutique ou est-ce que vous voulez être moins bavarde ? Est-ce que vous voulez qu'il y ait du digital parce que vous êtes quand même très digital ? Est-ce que vous voulez que ça se voit le digital ? Est-ce que c'est du digital back-office au soutien vendeur ou est-ce que c'est du digital qui se voit et qui va faire une expérience un petit peu waouh, un petit peu innovante ? Donc c'est toutes ces questions en fait qu'on passe beaucoup de temps en début de projet. C'est des grandes discussions avec le client. Et c'est pas finalement si dur que ça. Le client arrive facilement à se projeter aussi dans le physique. Donc c'est un accompagnement. Et surtout, il n'y a pas de règles. Aucune règle et surtout on peut le faire évoluer en fait. On finit une boutique, on est déjà en train de repenser le concept. On fait beaucoup de développement retail, on fait 10-15 boutiques sur un an par exemple. On finit la première boutique, on a déjà changé le concept pour la deuxième, la troisième c'est encore totalement différent et ça pose de problème à personne. Comme c'est des marques digitales, elles ont l'habitude d'être agiles comme ça. Donc c'est un perpétuel remise en question et je pense que c'est ça qui est passionnant. Et c'est ça, oui, et c'est ça qui est exténuant, fatigant pour vous, j'imagine. Et quel challenge pour tous ici. Vous avez parlé de l'incarnation de la marque et ça aussi c'est hyper important. Rapidement, Angélique, finalement, ce qui va faire tenir aussi sans doute le magasin physique, c'est la singularité de la marque. Quand on viendra pour ça, c'est que c'est gagné. Oui, c'est tout le pari d'une maison comme Sensi. Il y a 12 000 opticiens partout en France. Faire en sorte que les clients bougent pour venir dans une de nos 4 boutiques ou aillent sur le digital, c'est qu'il y a une démarche de venir nous chercher. Alors, on est une maison très particulière, on a des valeurs très fortement ancrées. On fabrique la totalité de nos montures en France, dans le Jura. Et on fait ça. Oui, parce que depuis, il y a eu de la concurrence en plus sur d'autres propositions de start-up aussi, au-delà des grands opticiens qui étaient largement installés. Enfin, c'est un très très gros marché, c'est 6,5 milliards d'euros, donc il y a de la place pour pas mal de start-up. Mais ce qui est étonnant, ce que vous dites, c'est qu'aussi sur un bassin de population, là où ouvre une boutique, finalement. Là où on ouvre une boutique, il y a un phénomène qui permet de dire que, mais je pense que c'est ce que disait Audrey, il y a une légitimité qui se fait, une connaissance qui se fait, c'est une présence marketing d'avoir une très grande vitrine comme on a au Hall à Rambuteau. Et ça fait que ça déclenche des ventes sur le digital. Alors nous, on travaille beaucoup la convergence des deux expériences. Alors bien sûr, on l'a dans ce qu'on appelle un parcours client, qu'on considère également avoir un parcours client dans les boutiques, c'est-à-dire que l'organisation de notre offre se fait de la même façon dans nos boutiques que sur notre site, c'est-à-dire que toutes les lunettes sont classées par forme, par exemple. On est probablement les seuls à faire ce genre de choses. Mais ensuite,
On a utilisé la digitalisation pour aider les clients sur une façon assez pédagogique à comprendre que des lunettes s'achètent facilement sur Internet. C'est-à-dire que nos vendeurs, nos opticiens, qui sont vraiment des ambassadeurs de la marque, ils ont tous l'ADN de Sensi chevillé au corps. Oui, c'est ça. C'est Vous dans le tenez ventre. mais c'est ça. Aujourd'hui, Chez nous, c'est dans le ventre. quand on rajoute à ce que vous racontiez tout à l'heure, Fabienne Dulac, sur la complexité d'être conseiller aujourd'hui, conseiller de vente chez Orange, il faut aussi avoir la marque chevillée au corps. Chevillé au corps. La marque dans le ventre pour pouvoir la défendre. Pour pouvoir la défendre et en parler. Et toute l'idée, c'est de dire qu'on a mis en place des outils digitaux d'aide aux vendeurs exactement de la même façon que vous. C'est-à-dire que tout se passe sur iPad chez nous, mais tout se passe sur iPad et souvent sur le site. C'est-à-dire qu'on se sied à côté du client et qu'on lui montre sur le site comment est-ce qu'il achète ses lunettes pour comprendre, pour lui donner une espèce d'empowerment. Moi, j'appelle ça rendre le pouvoir d'achat au client pour lui montrer qu'acheter des lunettes, c'est pas comme envoyer une fusée sur la Lune et que tout client qui a des mauvais yeux, qui a une bonne petite taupe comme moi, est capable de le faire tout seul sur Internet. Très rapidement, on va faire un dernier tour de table. Il nous reste 4 minutes. Votre vision en plus de tout ce qu'on a dit, parce que c'est déjà le magasin du futur dont on vient de parler aussi ensemble, quelle est votre vision, par exemple, Audrey, du magasin du futur? Vous me disiez, on pourrait imaginer finalement une boutique où on ne vend rien. Oui, et on le voit déjà pas mal, notamment à l'étranger, des boutiques qui sont, on parle souvent du retailtainment, mais d'une boutique dans laquelle vous viendriez pour justement découvrir la marque, vivre une expérience, rencontrer des ambassadeurs de la marque qui vous raconteraient, qui vous présenteraient les produits, qui les mettraient en avant, comme quand on voit aussi dans tous les petits décathlons urbains où vous pouvez directement tester en fait les produits décathlon. Donc on vient là pour vivre une expérience, puis si on est content, on repart avec. J'avais aussi un exemple, et c'était quelque chose qui avait été au Caron du Temple, Happy Happenings, où c'était, il y avait pendant une journée, les marques devaient se mettre en scène, donc il y avait My Little Paris comme Philips ou La Poste, et ils n'avaient pas le droit de vendre, c'était purement de l'expérience. Donc vous veniez sur le stand Philips, vous vous faisiez coiffer avec chez un coiffeur avec des produits Philips, et en fait, vous vous fidélisiez, ou en tout cas vous deveniez client de cette marque. Et je pense qu'on va vers là. Et également avec des stocks derrière. J'y crois vraiment, je pense on va être là. Expérience, stockage, voilà. Anne-Sophie Sancerre, bien sûr, on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas eu le temps aujourd'hui, mais il y a la restauration aussi qui est hyper importante et la multiplication des concepts finalement où on mélange les genres. Vous pensez que cette mutualisation, ce mélange des genres aussi, c'est l'avenir? Oui, autour de la restauration, c'est une vraie tendance. Là, on ouvre une extension dans un de nos centres à Vélizy 2 où il va y avoir une quinzaine de restaurants en plus et on a créé un endroit spécifique pour tous les Deliveroo, Uber Eats, etc., pour que nos commerçants nos restaurateurs puissent mettre les commandes à cet endroit-là, à cet endroit précis, et que les Deliveroo, Uber Eats puissent venir chercher la commande plus facilement et repartir derrière. Ça impose un agencement différent du centre commercial et aussi du magasin derrière, du restaurant derrière, qui prévoit dans sa cuisine un endroit spécifique pour préparer ses commandes. Même, on va même jusqu'à penser à faire des espèces d'espaces cuisine pour que nos restaurateurs puissent cuisiner dans un endroit spécifique pour avoir les commandes préparées pour être envoyées au travers de Deliveroo, Uber Eats. Ça fait vraiment réfléchir au nouvel agencement du magasin et à cette omnicanalité. Je sers mes clients qui sont dans le magasin, mais aussi mes clients qui sont à l'extérieur. Qui sont à l'extérieur et qui Exactement. ont commandé sur Internet. À quand des cafés chez Orange, Fabienne Dulac? Alors on a testé ça, Ouais, je me notamment dans souviens. la boutique Opéra, et ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, ça fait partie des tests qu'on fait et puis dont il faut tirer les conclusions quand ils ne fonctionnent pas. Je pense que c'est pas le lieu pour nous de faire ça. Notre enjeu dans la boutique du futur, il va être double. Il va être évidemment d'incarner la marque. Orange est une marque puissante. Et peut-être de mieux incarner dans notre boutique le rôle sociétal d'une marque comme Orange. Et notamment, on a déjà des logiques de recyclage importantes. On récupère à peu près 1 million de mobiles par an, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans le monde dans lequel on est. On essaye de diminuer notre empreinte, évidemment écologique. Toutes nos boutiques aujourd'hui, à 70%, ont complètement été repensées avec du matériau écologique. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut que cette boutique, elle incarne aussi un rôle sociétal d'entreprise beaucoup plus fort. Là, on va tester au mois d'avril, par exemple, des start-up locales de proximité qui vont venir dans nos boutiques présenter effectivement ce qu'elles font, parce qu'elles n'ont pas pignon sur eux, qu'elles n'ont pas de vitrine. Donc voilà, je pense que les boutiques de demain, elles vont au final réconcilier deux chemins totalement opposés, comme l'humain et le digital, celui du sens, de l'éthique,
du rôle social d'entreprise, et puis cette digitalisation qui va avoir pour objectif de simplifier la vie du vendeur, simplifier la vie du client pour que l'expérience soit la plus fluide possible, avec tout ce que la data va aussi nous apporter, et l'IA va nous apporter demain. On a peu parlé de la data, mais Oui. penser les boutiques de demain, c'est pour moi fondamentalement mettre la data au centre d'une relation C'est-à-dire commerciale toutes les données et clients. émotionnelle. Exactement. Tout ce qu'on sait sur le client. Et ce qu'on sait aussi de notre entreprise, et de nos stocks, et de nos magasins, etc., et de notre capacité à amener une expérience client qui est la plus anticipée et la plus simple possible. Très rapidement, Angélique Lenain, quand justement on est né en même temps sur le web et sur le magasin, est-ce que cette data, on la maîtrise mieux et aujourd'hui, ouais. Non, c'est une certitude. On a cette chance-là d'avoir un système, tout un back-office, tout un système IT qui a été structuré de façon centrale et qui est, pour nous, complètement accessible d'où qu'on soit. Donc qu'on se soit au service client, au siège, en train de parler à un client qui est sur le web ou qu'on soit en boutique, vous avez accès à la totalité de la data, très très sécurisée chez nous, via notre système IT. Donc on a une seule data sur le client qui permet de lui répondre où qu'on soit. Donc ça c'est une force et une chance formidable d'avoir tout construit de la même façon. Je pense que ça permet aussi, je partage absolument tout ce qui a été dit sur l'avenir du magasin. Je pense qu'il y a un dernier point, c'est que ça va nous permettre de travailler à la personnalisation. Je pense qu'on va rechercher de plus en plus fortement, en tant que consommateur, d'acheter un beau produit, un produit juste et un produit pour soi, parce qu'on va vouloir garder de plus en plus les produits de façon durable plutôt que d'acheter pour jeter. Ça, c'est un engagement sociétal. Sensi s'inclut là-dedans de façon très forte. On travaille avec des petites séries. On va essayer de personnaliser au maximum. Mais à terme, l'idée, ça serait de dire « Bonjour, je veux des lunettes vertes avec des branches roses, parce que je serais peut-être la seule à avoir envie d'avoir ça. Mais si c'était autre chose, il faudrait être capable de le faire aussi. » Mais voilà, effectivement, il y a beaucoup de sujets sur ce magasin du futur. On reviendra chez Madi Keynote. Merci beaucoup à toutes les quatre, Fabienne Dulac, Angélique Lenain, Anne-Sophie Sancerre et Audrey Gentillucci. Merci beaucoup à tous.